Alors donc, on continue. Merci. Toute la gloire revient à Dieu. Merci à vous infiniment. On va continuer. Alors, vous avez vu cette information, on va la décortiquer à plusieurs niveaux. Donc, l'intervention d'aujourd'hui, ce ne serait pas une intervention clé comme ça, mais comme vous connaissez comment je travaille, je prends ici, je vais là-bas, je reviens, je m'arrête, je continue, je reviens, mais le tout sera harmonisé dans un concept bien précis et vous allez comprendre tout de suite. La première chose, vous avez vu hier, et moi j'aime mon président Donald Trump, c'est vrai que je refuse la nationalité américaine, mais quand même, j'ai mes enfants, mes nièces, mes neveux, qui beaucoup sont américains. Ils sont nés là-bas, donc ils ont le droit du sol, ça existe. Bon, ce qui fait que je peux pas couper le pont totalement avec les États-Unis. Merci beaucoup pour le nom, les brouteurs. Donc, donne-moi une seconde. Donc, cette histoire, il y a un gars qui parle français que je comprends pas. Ce qu'on va faire, on va le dégager de direct quand même. Il essaie de m'insulter, mais Dieu merci, il n'arrive pas à écrire un français correct. Alors, comme je le disais, on suit l'actualité parce qu'on est obligé. On n'a pas le choix. Même si c'est pas parce qu'on a des enfants là-bas. Mais c'est pourquoi moi je ris, hein. Les gens, moi je ne peux pas aller vendre mon âme au diable pour avoir la nationalité d'un pays. Wallah, billah, je peux pas. Si Dieu va me donner, il y a une voie pour lui. S'il me donne pas, c'est que c'est pas la volonté de Dieu. Tu peux décider de ne pas faire quelque chose, non? Dieu avait la possibilité de m'empêcher de rentrer au Mali. Il pouvait me laisser rentrer. Mais quand je suis rentré, vous croyez que ça a été comme ça, là, chose, hein? Ah non, il y a des moments où je m'asseyais dans ma voiture et puis je pleurais. Je me posais la question, qu'est-ce qui n'allait pas? À des moments, ça a été très dur. Mais ça, c'est du passé. Je n'ai jamais perdu foi en Dieu et je remercie Dieu d'avoir été toujours dans ma vie, de m'avoir soutenu même dans les moments les plus difficiles parce que quand vous traversez ces périodes d'émotion-là, Dieu même le permet. Quand je prends le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, émotionnellement, il a été abattu. Je regardais sa vie. Il a eu, je crois, 6 enfants avec Khadija. Il en a perdu 4. Il a son oncle qui a été toujours un protecteur pour lui qui est décédé. Après, je crois qu'il y a Khadija aussi. Donc, émotionnellement, il était affligé. Mais Dieu permet toutes ces choses-là pour voir jusqu'à quel niveau vous êtes avec lui. Au niveau des chrétiens, vous avez vu le supplice du Christ quand il est monté sur cette montagne pour aller prier, dans le jardin, pardon, pour aller prier. Il savait ce qu'il attendait. Mais il a dit que ma volonté ne soit pas faite, mais que la volonté du Père. Parce qu'il savait ce qu'il allait endurer. Par un baiser, il a été trahi par Judas. Et vous connaissez la suite. Vous avez vu. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut jamais perdre foi, il faut jamais perdre espoir. Dieu peut nous tester, mais après le challenge, Dieu nous met à un niveau beaucoup plus élevé. Moi, je sais pas, c'est Dieu qui le saura, c'est Dieu qui le sait, mais je peux vous dire que ma spiritualité, ma compréhension des choses a atteint un autre niveau qui, à un moment donné même, m'a fait, il n'y a pas trop longtemps de cela, je commence à avoir une certaine hauteur et par moments même j'ai un peu peur. Même il y a des choses, j'ai peur de dire. Il y a des choses que j'ai peur de dire ici. J'ai fait beaucoup de retenues, hein, je vous en prie. Alors, donc, les pays de l'AES, on va revenir rapidement dans le sujet. Les pays de l'AES, les ministres des Affaires étrangères, je crois il y a différentes délégations, mais ils sont tous partis ensemble dans le même vol. Ils sont allés en Russie. Cela, je vous ai dit hier, si nous perdons de vue le procès de Marine Le Pen, la condamnation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper encore. Mais la condamnation de Marine Le Pen était signalée et un message très fort pour tous les démocrates, africains je veux dire. Surtout nous qui avons été
les colonies françaises. Hier, non, c'était pas hier, avant-hier, je crois. Donald Trump, il appelait Liberation Day, c'est-à-dire le jour de la liberté. Ok? Le jour de la délivrance. Le jour du salut. Le jour de, oh, je sais pas quelle expression française utilisée encore. Le jour de la délivrance. Voilà. C'est le mot exact. Le jour de la délivrance. Ça, c'est l'expression juste en français. Liberation Day. Ça, c'est le jour de la délivrance. Il a dit que quand vous regardez, quand vous prenez la balance commerciale américaine, c'est avec ça que je vais commencer parce que beaucoup sont allés s'intoxiquer sur les médias français, les médias occidentaux. Et je vais les faire passer, vous allez écouter. Beaucoup sont allés s'intoxiquer. Et je me suis permis, je me suis assis, mais comme je vous l'ai dit, Dieu m'a mené à un niveau où, quand les gens parlent là, même là, ça dit que je vois tout sur place, je dis, waouh, Dieu est en train de m'amener trop loin maintenant, là. La compréhension devient autre chose. Et j'ai vu tous les leaders du monde, eux tous aujourd'hui ont parlé. Un seul homme. Merci à toi, Bala Fofana, Florent Bacho, et puis Eddie. Eddie, c'est ça? Eddie Bojona. Salut à vous. Oh, ma chérie Christine, il n'y a pas de problème. Elle, Draman Abdou, ok. À mes vies, d'accord? Halipop, ok. À vous tous, merci infiniment. Ceux que je n'ai pas encore salués, recevez mes salutations. Ali Moussa Sarri, ça va? Alors voilà, un seul homme parle. Et le monde entier tremble. À l'exception de l'AS. Regardez la symbolique, je vous en prie. Dieu ne fait rien pour rien. Quand cette date avait été arrêtée par les ministres des Affaires en collaboration avec nos chefs d'État de la visite de nos trois délégations en Russie, nous ne savions pas, nous n'avions pas le calendrier de Donald Trump. Que c'est ce jour-là précis où l'AS se trouve en Russie pour sceller un accord, cette fois-ci, entre la Fédération de Russie et l'Alliance des États du Sahel. Attention, il faut comprendre de façon claire et nette, je répète. La Russie a une relation très cordiale, très respectueuse, très historique entre le Mali et la Russie, entre le Burkina et la Russie, entre le Niger et la Russie. Mais ici, il s'agit de l'entité. Il s'agit de l'alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina, qui vont sceller une nouvelle alliance en plus des accords bilatéraux entre chaque pays et la Russie. Donc, c'est au regard de ces rapports excellents que maintenant, l'alliance qui vient de naître se trouve être un élément primordial, capital, fondamental pour que la Russie puisse agir. Que va-t-il se passer? Je n'ai pas encore, j'ai vu, j'ai lu un peu, j'ai entendu un peu, mais ce qui est intéressant ici, ce sont les grands projets, et moi personnellement, je ne peux que dire merci à Dieu parce que c'était mon souhait de voir que les trois pays décident de financer des projets énormes dans chaque pays. Je prends l'exemple, je vous rappelle, ça remonte à 2 ans, cette histoire-là ça remonte à 2 ans. J'ai dit par exemple, les trois pays peuvent financer une compagnie aérienne qui peut être basée au Mali. Les trois pays ou au Burkina, comme le Burkina a commencé, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, les trois pays peuvent demander que la Russie ouvre un canal pour que les bateaux entrent, mais le port sera au Mali. J'ai dit, les trois pays peuvent décider que l'extension de la voie ferroviaire de Bamako à Niamey, en passant par Ouaga, et puis retour encore, j'ai dit, voilà des projets qui sont des projets colossaux, que un seul pays, ça peut le fatiguer. Mais les trois ensemble, la charge devient basiquement nulle. Si tu dois le financer à 100 milliards, les trois, peut-être c'est 37, 40, chacun va payer, ou 45, chacun va payer, puis c'est plus de comment, peut-être moins que ça même.
25 peut-être, quelque chose comme ça, et puis Mabana. Ou bien 30, je sais pas, 35, Mabana. Donc, c'est ce que j'avais dit. Et quand je vois nos 3 ministres des Affaires étrangères avec une forte délégation, mais moi, je ne suis qu'un homme heureux et complet. Je dis, mais attention, il y a de grands projets qui seront, c'est pourquoi il est temps que le président Goïta ne soit plus le président de la transition, mais le président de la République du Mali. Vous commencez peut-être, vous commencez à comprendre un peu. On va revenir sur ça, ne vous précipitez pas. On retourne aux États-Unis. Un seul homme décide de basculer. Un seul homme décide de s'attaquer au monde entier. Alors là, that's too big for me. C'est trop, j'ai du mal à comprendre. Comment un seul pays peut attaquer le monde entier? Parce que c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la presse. C'est eux-mêmes qui disent ça. J'ai dit, mais comment un seul président, un seul pays, et on avait Emmanuel Macron pathétiquement, ce gars il fait pitié. Donne-moi une seconde, je vais ouvrir la tablette et pas va rentrer. Ok, on va attendre, on va revenir ici, cette affaire de drone malien là. Moi, je mets pas ma bouche dedans. Parce que je sais que nos autorités... Attendez, hein, je vais vous ramener ici. Voilà, j'espère que vous pourrez regarder. Alors, où est la tablette? Donne-moi une seconde. On va revenir ici. On va revenir sans faute. Donne-moi une seconde, hein. Je vais vous montrer l'image, c'est tout. Alors, will be an economic impact from the decisions that the US has taken. Alors, on va regarder un peu. We are prepared. Regardez bien, ça c'est le premier ministre britannique. Et tous ont la même phrase. We are prepared. On est prêt. On est prêt. On est prêt. Mais alors, quand vous avez écouté la presse occidentale, Donald Trump déclare la guerre commerciale au monde entier. Mais c'est fou. I'm sorry, c'est fou. Il n'y a rien de vrai dedans. Alors, le monsieur, depuis sa campagne, il dit, les États-Unis, vous vous rappelez, j'avais fait la même démonstration ici par rapport à la CEDEAO. Quand les gens nous disaient, oh, ils s'en vont, voilà ça, voilà ceci, voilà cela. Moi, j'ai rien. J'ai dit, mais vous êtes bête. Vous savez pas de quoi vous parlez. Vous parlez, mais est-ce que vous entendez parler? Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit, quand vous regardez la balance commerciale du Mali, du Burkina et du Niger, tous les 3 pays, on est déficitaire avec tous les pays de la CEDEAO, sans exception. C'est eux qui gagnent sur nous. Nous, on ne gagne rien. Donc, si nous ne gagnons rien, et qu'on n'est plus d'accord avec eux, on va aller chercher ailleurs, puisque nous, on ne gagne rien avec eux. Mais maintenant, qui va perdre? C'est eux qui avaient besoin de notre argent pour financer leur budget de fonctionnement. Et eux, ils seront les plus perdants. Bon, je vous laisse écouter l'actualité. Je vous laisse suivre ces pays-là où on a coupé le pont. À vous-même de les regarder. Ici, Donald Trump dit quoi? Il dit, la balance commerciale des États-Unis est catastrophique. Quand nos produits vont au Canada, on nous, écoutez très bien, le Canada nous prélève 35%. Mais quand les produits canadiens rentrent aux États-Unis, on prend 1, 3, maximum 4%, même pas 5%. C'est ce qu'il a dit. Il dit l'Union européenne, c'est 3%. Mais on ne peut pas vendre nos voitures là-bas. Mais eux, ils vendent. Mais c'est pas faux parce que j'avais, bon, ma première voiture, c'était pas européenne, elle était japonaise. C'était une Acura. Après, j'ai acheté une Toyota. Ça fallait une Honda. Après Acura, c'était une Honda. Après, j'ai acheté une Mercedes. Bon, c'est après la Mercedes, voilà. Donc, allemand, 2 japonaises, une allemande. Mais quand vous êtes aux États-Unis,
les BMW, les Mercedes, mais attention, les Bentley, les Rolls-Royce. Vous n'avez qu'à aller à Beverly Hills pour vous rendre compte de l'extravagance, comment les Américains achètent ces voitures-là. Mais quand ça rentre sur le sol américain, c'est pratiquement 0 franc qu'on prend là-dessus. Mais le même constructeur automobile américain ne peut pas vendre sa voiture en Allemagne. On frappe 35%, 40%. Mais Rolls-Royce rentre aux États-Unis, il ne paye même pas 10% de taxes. Bentley ne paye même pas 10% de taxes. BMW, c'est la même chose. Mercedes, c'est la même chose. Honda, Toyota, Hyundai, tout ce que vous pouvez manger, les Lexus et autres. Maintenant, ils disent que Donald Trump a déclaré la guerre. Il n'a pas déclaré la guerre. Il dit, je vais faire la réciprocité. Vous me frappez 30, je vous frappe 30. En quoi est-ce que c'est une guerre? C'est pas une guerre. Il dit, regardez, et puis regardez le paradoxe. Écoutez très bien, je vous en prie. Mais malgré que non seulement les Américains étaient déficitaires sur le plan commercial avec la plupart de tous les pays que j'ai vus dans le monde, sans exception, l'Amérique est déficitaire avec tous les pays du monde, sans exception. Mais mieux, c'est l'Amérique encore qui porte le fardeau de la protection de ces pays-là, c'est-à-dire l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ce qui est en jeu ici? Quand Keïta a dit, pendant la campagne de Donald Trump, Allah, laisse le monsieur être président. Parce que moi, je sais ce qui est dans sa tête. Dieu m'a permis de rentrer dans la tête de Donald. Je sais ce qui est dans sa tête. Et s'il commence là, est-ce que ça n'a pas commencé? Détester Keïta, haïsser Keïta, mais attention. J'ai dit quoi? J'ai dit, quand ils vont finir leur palabre là, nous on est devant. Pendant qu'ils sont en train de faire guerre commerciale avec Donald Trump, nous on est où? On est en Russie. En train de faire quoi? Négocier. Hey, Keïta. Allah. Quand Dieu t'établit, il faut rendre la brandie sur vente. Mais quoi de plus normal que je me vante? Tu n'es rien, tu peux pas te vanter. Tu ne vaux rien, tu peux pas te vanter. Tu comprends rien, tu peux pas te vanter. Mais quand l'Amérique dit, je suis la plus grande puissance économique mondiale, la plus grande puissance militaire au monde, l'Amérique ne se vante pas. Hein? Quand nous on dit à la France de partir que des vieux présidents irresponsables comme Ouattara, Ivoiriens, ne soyez pas pressés. Je vais casser Papo de Ouattara, ne soyez pas pressés. J'ai fait exprès, je n'ai pas mis son nom. Je n'ai pas mis sa photo. Parce que je vais l'allumer en douce et en douceur. Voilà. Donc, pendant que eux, ils font leur guerre commerciale, l'AES va négocier avec la Russie un certain nombre de projets structurants pour le développement de nos pays. Et j'ai dit, quand ils seront en train de se battre avec Trump, nous, on sera en train de construire nos pays. Si c'est pas ce que j'ai dit, contestez-moi, j'arrête le direct et puis chacun va chez lui. Keïta n'est pas camarade de quelqu'un. Et ça énerve les gens. Mais est-ce que ce que j'ai dit est faux? Est-ce que ce que j'ai dit ne se vérifie pas aujourd'hui? J'ai dit, tant que ce que je dis, ça sonne, tant que c'est la volonté de Dieu qui a mis ça dans ma bouche, vous n'allez pas vous coucher sans voir ce que Keïta a dit. On est en Russie. Eux, ils font la guerre commerciale. Nous, on est en Russie. Trump déclare la guerre le jour où on est en Russie. Si Dieu lui ne lui met pas ça là, ici, là, qui peut mettre ça dedans? Si Dieu lui-même ne te dit pas de dire ça là, quel homme, quelle école peut te dire de dire ça? Donc, acceptez que c'est Dieu qui met ici. Je dis, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Insulte-moi, je m'en fous. Mais débrouillez-vous à ne pas mourir, parce que si vous mourrez, ce que je dis encore, écoutez, la flamme de l'enfer sera votre partage dans votre tombe, jusqu'à ce que Dieu lui-même ait pitié de vous. Parce que vous avez menti à quelqu'un qui a parlé à son nom. Vous avez insulté quelqu'un qui a parlé à son nom. Et c'est ce que j'ai dit ici. Maintenant, quand tu veux me provoquer, je dis petit bâtard. Parce que c'est pas ta place. C'est pas insulte. C'est parce que tu es égaré. Si tu es égaré, c'est pas à moi. C'est moi qui te dis qui est ton papa. Parce que si tu connais ton vrai papa là, tu vas savoir que nous, le combat qu'on mène là, c'est pour l'Afrique.
Et si tu attaques ceux qui se battent pour l'Afrique, c'est que tu es un bâtard. Tu attaques les soldats de l'Afrique, tu es un bâtard. Tu attaques les soldats de la liberté, tu es un bâtard. Il n'y a rien d'autre. Ne soyez pas que cette expression, soyez habitués à ça. C'est pas insulte. C'est l'état des personnes. Ne soyez pas choqués. C'est pas un mot dur. On dit, quand tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est pas insulte, c'est pas injure. On fouille. C'est la vérité. Alors, on continue. Donc, Trump déclare, il dit, tous les pays du monde, il a sorti la liste. Désormais, vos produits qui vont rentrer aux États-Unis seront frappés de tarifs, c'est-à-dire de taxes. Maintenant, ce qui m'a fait rire, j'ai entendu le premier ministre anglais, j'ai entendu tous les comédiens, j'ai entendu les danseurs, j'ai entendu, mais ce qui m'a fait rire, j'ai entendu le lélé de tous les lélés. J'ai entendu le mari de Jean-Michel Trudeau, alias Brigitte Macron. Alias Brigitte Macron. Son mari a parlé. Et Allah, lui aussi il a parlé. Et vous voulez l'écouter? Vous voulez écouter le mari de alias Brigitte Macron? Bon, attendons, on voit. Merci de votre présence et d'avoir, de vous être rendu disponible si rapidement. Et je pensais avec le Premier ministre et les membres du gouvernement ici présents, et avec le vice-président de la Commission européenne, je vous remercie de sa présence, qu'il était important que nous puissions nous retrouver le plus rapidement possible après les annonces de la nuit dernière du président Trump, qui sont un choc pour le commerce international, pas simplement pour l'Union européenne, la France, mais au fond pour le bon fonctionnement du commerce. Et ceci implique évidemment une mobilisation française et européenne. Je le dis ici, mobilisation pour l'ensemble de nos territoires d'abord, parce que la liste qui est sortie hier soir est inquiétante pour plusieurs de nos territoires ultramarins, et elle supposera une mobilisation toute particulière du gouvernement et du monde économique pour être aux côtés. Je pense à la Réunion, qui ont fait l'objet apparemment de tarifs exorbitants, et évidemment pour beaucoup de filières qui sont... Pourquoi les politiciens sont malhonnêtes, menteurs et corrompus? Pourquoi? Mais vous vous êtes enrichis sur le dos d'un système. Et le président dit, je ne veux plus ça, on est perdant. On ne peut plus vendre, on peut même pas vendre nos véhicules en Europe. Mais attendez, moi je suis pas en Europe, I'm sorry, I'm not there. But I believe we do have a lot of people here right now who live in European Union. D'accord. Vous vivez là-bas. Dites-moi combien de marques américaines vous voyez, à part les voitures de l'ambassade ou des diplomates américains. Combien de voitures américaines vous voyez circuler dans vos rues, à Paris, à Berlin, à Londres, à Rome, à Prague? Dites-nous, combien de voitures américaines vous voyez rouler là-bas? We gotta be honest. On doit être honnête avec nous-mêmes. Vous avez volé sur le dos des systèmes. Mais le monsieur dit c'est fini, puisque nous sommes en récession. Et si on ne fait pas un effort, l'Amérique va déclarer bankruptcy, c'est-à-dire l'Amérique va déclarer faillite. L'Amérique a une dette colossale de 36 000 milliards de dollars. Je dis bien, vous avez bien entendu, 36 000 milliards de dollars. Et l'Amérique ne paye que les intérêts. Mais pourquoi? Ce sont les gens comme Bill Gates, George Soros, la famille BlackRock, Rockefeller, ils sont beaucoup, hein. C'est eux-là qui font, et c'est eux-là qui prêtent l'argent avec la Chine aux États-Unis. Donc les Américains ne payent que les intérêts, même pas l'argent. Mais les intérêts, ça suffit pour que les gens vivent à l'aise. Ils n'ont même pas, leur argent là-bas, ils n'en ont même pas besoin. Les intérêts seuls, ça suffit. Trump dit non, I don't want anymore. C'est pourquoi il a mis Doge en place avec Elon Musk
pour nettoyer les finances publiques, pour réduire le nombre d'employés au niveau fédéral. Ils sont en train de réduire au maximum. Il y a à peu près 100 000 personnes déjà qui ont décidé d'aller à la retraite anticipée. À peu près 100 000. Il y a des gens qui sont chez eux et puis ils disent qu'ils font télétravail. Mais ils ne font rien et ils sont payés chaque mois, ils prennent leur chèque. Ils ont arrêté. Merci, ce n'est que les McDo qu'on voit. Mais Donald a dit quoi? Il dit, je ne veux plus ça. Et pourquoi c'est bon pour nous? Nous, pays africains, on n'a qu'à s'asseoir et puis regarder les éléphants se battre entre eux. Faut pas mettre notre bouche dedans. On n'a qu'à les regarder. Parce qu'à la fin, c'est nous, on sera gagnants. À la fin, ceux qui ne pourront plus vendre aux États-Unis, là, ils vont chercher un autre marché. Un autre marché, ce sera qui? Wow, wow, wow. Ce sera nous. À quel prix? À un prix abordable. Il faut malin sur nous parce que les Américains achètent. Il faut malin sur nous parce que les Russes achetaient, parce que l'Inde achetait, parce que la Chine achetait. Mais si les données changent, c'est pourquoi à cette histoire de ordre mondial, mais Trump, ils disent, Trump est plus russe que occidental. Tout ce qu'il fait, ça c'est la philosophie de Poutine. Trump est inférieur à Poutine, c'est fini. Voilà ce que les journalistes occidentaux français disent en réalité. Donc ici, le monsieur dit, il faut changer. Le monsieur dit, je n'ai pas de problème. Maintenant, si vous décidez de venir investir aux États-Unis, moi je vous prends rien. Au contraire, je vais vous faciliter. En quelques semaines, vous avez tous les papiers pour ouvrir votre business. Mais si vous voulez fabriquer chez vous pour venir ici, là, il appartiendra à vos autorités. Soit ils cassent, c'est-à-dire que le même que nous on paye, c'est-à-dire que quand vos produits viennent chez nous, vous payez 1%, nous aussi, on paye 1%, nos produits rentrent chez vous. Vous n'êtes pas d'accord? On maintient ce qu'on paye chez vous, les 30%, on vous les applique chez nous ici aussi. Donc tous vos produits qui vont entrer, et le mari de Trognon, c'est ça? C'est Trognon, non? Le mari, alias Trognon, Brigitte, alias Brigitte, voilà ce que son mari dit. Autour de cette table et que vous représentez, certaines d'entre elles étant d'ailleurs déjà touchées par des mesures de représailles commerciales par la Chine. Je pense au cognac Armagnac et plus largement la viticulture et la viniculture qui sont... Maintenant ici, ce qui est intéressant, peuple d'Afrique, peuple du Liptako gourmand, ah, Dieu est bon. Chaque chose avec Dieu à son temps. Quand vous êtes pressé, vous passez à côté de la plaque. Quand vous êtes pressé, vous perdez tout. Quand vous êtes pressé, vous ne voyez pas grand-chose. Regardez ce que Dieu fait à l'Europe. 3 guerres. Tu montes 3 guerres. Si tu écoutes, tu comprends. La première guerre, c'est la guerre avec la Russie qui les a désarticulés économiquement, qui les a affaiblis économiquement. La deuxième guerre, c'est celle avec la Chine, à cause des tarifs qu'ils ont augmentés. La Chine aussi a augmenté, donc leurs entreprises souffrent énormément. La troisième guerre, c'est celle de Donald Trump. Comment l'Europe pourra s'en sortir? Eh Dieu, tu mets trop dans ma tête. Hein? Ouh, ça vient se cogner dedans, c'est trop. Donc, 3 guerres sur l'Europe. Waouh, 3 guerres. La guerre de l'Ukraine, la guerre avec la Chine, la guerre avec les États-Unis. Ils sont perdus. Pendant ce temps, nous on a assis et puis on regarde. Et puis ils nous disent, venez vous ajouter à nous pour faire notre palabre. Et qui nous envoie les terroristes? C'est vous. Qui a volé nos ressources? C'est vous. Qui impose des prix pour mal vendre nos produits? C'est vous. Allez faire votre palabre, pourquoi? Faites votre palabre, nous on vous regarde. Quand vous allez finir de vous battre là, le vainqueur là, hein? Le vainqueur, non, s'assoit et lui va en parler. Ou bien, c'est pas ça. Mais regardez, non, attendez, quand je disais aux gens, vous qui êtes en Europe, ne croyez pas que c'est l'Eldorado. Vous allez dire, ah, c'est les gens, ils sont sur les réseaux, d'accord?
une fois de plus encore, je prie Dieu de tout mon cœur que je me trompe. Parce que si je ne me trompe pas, même pour avoir votre billet d'avion pour rentrer avec votre famille, je ne suis même pas certain que vous allez pouvoir l'avoir. Parce qu'il y aura un moment, même pour faire des retraits, votre propre argent, on ne vous permettra même pas de faire un retrait, c'est-à-dire le retrait d'une certaine somme. On ne vous permettra même pas de faire ça. Je répète, je prie Dieu, Allah voit mon cœur, que je me trompe. Sinon, un jour viendra, vous n'aurez même pas l'argent pour payer les différents billets pour faire entrer vous et votre famille en Afrique. Pas que vous n'aurez pas l'argent, mais on ne va pas vous permettre d'avoir accès à votre propre argent parce que dans les banques, il y aura des restrictions. Il y a un montant que vous pouvez avoir dans le mois, un quota. Vous avez ça, c'est fini. On ne vous donne rien. Même si la fin va vous dire, la fin va vous dire. Ce jour va arriver en Europe. Ah! Prenez bic, cahier. Keïta a dit ça. Aujourd'hui, c'est tel jour. Voilà ce que Keïta a dit. Asseyez-vous, regardez, je vous donne pas 6 mois. Maximum 1 an. Pour retirer votre argent, vous allez comprendre quelque chose. Parce que ça va être plus compliqué que ça. Et ils veulent créer la panique. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord pour dire aux Américains, pour mettre, et je vais vous lancer encore ce défi. En général, je vous dis de ne pas aller écouter les médias mensonges, mais pour au moins que vous compreniez ce que je dis n'est pas faux, vous pouvez aller écouter de temps en temps. Il y a un narratif qu'ils ont déjà préparé pour créer la psychose aux États-Unis. Dis aux Américains, c'est vous qui allez souffrir. Attendez, moi je ne comprends pas quelque chose. C'est ce que le mari de alias Brigitte dit. J'ai dit, mais attends, Trump a dit, quand je vais appliquer les tarifs, ça va s'écuyer. Les premiers mois, les Américains vont se sentir. Mais après les premières secousses, c'est fini, peuple américain. Vous allez vivre dans le bonheur. Le peuple a dit, on est d'accord, il faut faire. Maintenant, le mari de alias Brigitte dit, c'est le peuple américain. Mais laisse les Américains s'occuper de leurs propres problèmes. Faut gérer. C'est ça qui fait rire chez les soi-disant démocrates. Ils laissent leurs propres problèmes et puis ils veulent parler des autres. Mais attendez. Mari de alias Brigitte. Moi, je ne comprends pas. Si les Américains vont souffrir, laisse les Américains souffrir. C'est une démocratie, là. S'ils souffrent, ils vont saisir la Cour suprême. Eux, ils marchent avec la loi. C'est pas comme vous, les petits voyous qui ne respectez pas vos propres lois. Ils peuvent saisir la Cour suprême pour que certaines décisions de Donald Trump soient bloquées par la Cour suprême. Ils ont le droit de faire ça. Mais Trump leur a dit. Il dit, si je ne frappe pas, ça ne va pas aller. Et ils ont sorti un livre. Le livre, il dit, le livre est à la disposition de tous les Américains. Si les Européens veulent que les Américains les détestent là, ils n'ont pas, les Américains ne sont pas les Africains, les Américains n'agissent pas par émotion. Les Américains, les Blacks, les démocrates, c'est eux qui jouent sur la sensibilité émotionnelle des Blacks. Mais aujourd'hui, le peuple américain, on leur dit, Il y a beaucoup de gens qui ont des podcasts. Bon, moi, j'ai pas encore un podcast, mais ceux qui ont les podcasts, c'est-à-dire qui ont créé des studios virtuels, ils ont en ligne sur YouTube, beaucoup donnent des informations. Et les Américains, et le patron parmi eux tous, on l'appelle Joe Rogan. Joe Rogan, je sais pas, il a des centaines de millions d'abonnés. Donc, quand Joe Rogan met une vidéo en ligne, à moins de 1 heure, 2 heures, déjà la vidéo fait 20 à 30 millions de vues. C'est le doyen. Tout le monde le respecte aux États-Unis. Bon. Lui, c'est pas un gars émotionnel. Quand il y a une situation, il prend le temps, il décortique, ils invitent des gens dans son studio, et puis ils en parlent. Donc, les Américains sont habitués à ça. C'est pas comme chez nous ici, en Afrique. On sort, wow, émotionnel. Les Américains, ils sont très préparés. Maintenant, si vous dites
que les Américains vont souffrir. Ils vont aller écouter. Sinon, il y a eu une campagne médiatique pour détruire Donald Trump. Toutes les chaînes publiques que vous connaissez, y compris CNN. Mais qui a fait gagner Donald Trump? C'est Joe Rogan, avec 2 ou 3 autres. C'est là Tabatili. Donc, la réalité, les Américains savent très bien ce qui est en jeu. Et Trump leur a dit. Et ce n'est pas faux. Pour avoir vécu aux États-Unis, quand moi, il y a des endroits, quand j'allais, il y a des aéroports, quand j'allais, je me posais la question, attends, est-ce que c'est l'Amérique dont on a parlé là? C'est comme ça là? J'ai dit ça là, si je prends photo ou bien je filme, j'ai dit aux gens, les gens vont dire que tu es un menteur. Mais pourtant, c'est cette Amérique-là qui est présentée comme la première puissance du monde, la première puissance militaire. Mais quand vous rentrez, comme dit mon petit frère Johnny, quand vous rentrez en profondeur aux États-Unis, je vous jure, il y a des quartiers là, Bramacoté que les Ivoiriens, vous connaissez, Bramacoté là, est 1000 fois mieux aller-retour que certains quartiers à Los Angeles. Derrière Rail est 1000 fois mieux aller-retour que certains quartiers à Los Angeles. On appelle ça East LA, East Los Angeles. Quand vous allez là-bas, excusez-moi de l'expression, mais dès que vous sortez de votre véhicule, ce sont des odeurs nauséabondes qui vous accueillent. Ça, c'est l'Amérique. Donc, le monsieur, il n'a pas tort. Il dit, il faut reconstruire le pays. On a besoin d'argent. Et lui dit, il ne veut pas s'endetter pour reconstruire les États-Unis. Il voudrait que l'argent entre. Et que l'injustice commerciale, l'injustice douanière s'arrête. Les Américains, les produits qui rentrent sur le sol américain, on ne prélève pratiquement rien. Mais les produits américains, on ne peut pas les vendre en Europe. Ils n'ont pas de problème avec la Russie. Il avait un seul problème avec la Chine. Il n'a pas de... Les Européens sont hypocrites. Ils sont méchants. Donc, ils veulent vivre sur le dos des Américains sans payer le prix. Donald Trump a dit, c'est terminé. Alors, allez-y écouter ce que la presse dit. Mais vous devez connaître la presse maintenant. Hein? Vous n'avez qu'à regarder ce que cette même presse a dit par rapport à la Russie. Cette presse, vous allez vous rendre compte que ce qu'elle a dit par rapport à l'Ukraine. C'est cette même presse. Moi, je me pose la question, pourquoi les gens sont malhonnêtes? Pourquoi les gens sont malhonnêtes? On va écouter ça rapidement, puis on va continuer. BFM Business présente la grande interview d'Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview quelques heures après les annonces fracassantes de Donald Trump avec son Big Bang commercial. La réaction des marchés, elle, ne s'est pas fait attendre, comme quoi il a bien fait d'avoir annoncé ça. C'était juste après la fermeture de Wall Street. On va en parler avec Christian Boissieu qui est à mes côtés, vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Surtout, vous publiez La nouvelle guerre des monnaies avec Marc Schwartz, qui est le patron de la monnaie de Paris, et ça le publie chez E.T. Jacob. C'est le cas de le dire. Ce qui est intéressant. Choc mondial qu'on va analyser aujourd'hui. Donald Trump avait annoncé que le 2 avril marquerait un jour de libération pour les Américains. Il a finalement donc annoncé, dans ce cadre-là, une vague de nouveaux droits de douane aux États-Unis. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles ont été les réactions à travers le monde? Comment ces annonces peuvent impacter la France, mais aussi le reste des pays? Et pourquoi est-ce une stratégie aussi risquée pour Donald Trump? Un sujet majeur donc qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est vous. J'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités. On dit une stratégie risquée. C'est pas risqué. C'est pas une stratégie risquée. Lui n'a rien à perdre. C'est son dernier mandat. Il n'est pas politicien. Il veut que l'Amérique retienne de lui celui qui a fait la réciprocité. Et c'est parce que les gens ne connaissent pas. Je vous dis ça rapidement des Américains et puis on va revenir au sein de l'AES. Partagez, je vous en prie. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne Keita Chekoumar, YouTube, allez vous abonner. Actuellement, j'ai 2 chaînes. Il y a la chaîne Sahel Media. Quelqu'un m'a dit il y a beaucoup. Je leur ai dit, vous allez Sahel Media Keita Chekoumar, ça va sortir. D'accord? Puisque c'est connecté à mon compte Keita Chekoumar. Donc, quand vous dites Sahel Media, forcément, vous allez vous retrouver Keita. Donc, vous allez vous abonner là-bas aussi. C'est la 2e chaîne.
Elle, on va l'utiliser aussi incessamment, mais il faut qu'on ait un certain nombre d'abonnés. C'est ce que YouTube me dit. Il faut avoir un certain nombre d'abonnés avant de commencer les directs là-bas. Donc, allez vous abonner, je vous en prie. Tous ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube, allez vous abonner sur cette chaîne. Faites beaucoup attention, hein, parce que c'est légèrement différent. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Après, je vais mettre le lien. Je vais vous donner aussi le lien il n'y a pas de problème à ce niveau. Je vais vous donner le lien. Quand je vais vous donner le lien, vous allez voir, permettez-moi rapidement, parce que le lien permettra à chacun. Voilà. Permettez-moi, hein. Voilà. Alors, vous voyez ici, sur, oh là là, voilà. Ouf, on est bien monté là, hein, sur Keita Shakuma, on est bien remonté. D'accord? Vous pouvez mettre, rapidement, hein, c'est pour aider, c'est pour permettre aux uns aux autres de pouvoir se retrouver rapidement sur GeoVox, parce que c'est pas compliqué. Voilà, c'est ça qui est là. Vous voyez? C'est Sahel Media, ce n'est pas du tout caché, c'est un peu, voilà, c'est le premier qui est là. Voilà. Après, je vais mettre le lien sur ma page Facebook, et puis je vais mettre aussi le lien sur ma page, je vais mettre, comment vous le dites ça, en statut sur mon truc là, WhatsApp, et puis sur mon compte aussi professionnel YouTube, d'accord? Allez vous abonner là-bas, c'est important. Ce qui importe ici, rapidement, on va revenir. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une guerre commerciale. Ça, c'est le narratif que les Occidentaux ont préparé pour manipuler le monde. Il faut présenter Donald Trump comme le démon, comme le diable qui veut déstabiliser l'ordre établi. Voilà des gens qui préfèrent vivre sur le dos des Américains, voler les Américains et demander aux Américains de financer leur sécurité à travers l'OTAN. Malgré que ces gens-là taxaient les produits américains dans leurs différents pays entre 25, 20, 25, 30, 35, 40%. Alors que les Américains ne taxaient que leurs produits entre 1 à 3%. Donc, ils gagnaient plus l'argent de la vente de leurs produits aux États-Unis que les Américains. Mais malgré ça, le poids de l'OTAN reposait encore sur les Américains. Regardez l'hypocrisie. Donc, la grande gueule qu'ils faisaient, c'était des bêtises. Ils ne sont rien, ils ne valaient rien, ils ne doivent effrayer personne. C'est ça qu'on doit retenir. Cette guerre, moi je ne la vois pas comme une guerre commerciale, mais je la vois comme une guerre d'ouverture. Comme dit la parole, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Nous venons de voir la vérité. Nous venons de voir à quoi ressemblent ces pays. En réalité, ce sont des pays qui n'ont rien, qui ne reposent sur rien, qui n'ont aucun soubassement solide, aucune fondation solide. Ces pays sont des voleurs, des marmailleurs, des corrompus et des hypocrites. Pendant qu'ils volent les Américains, c'est les Américains qui assuraient leur sécurité. Vous pouvez imaginer ça? Pendant que eux, ils surtaxaient les produits américains dans leur pays et que l'Amérique ouvrait ses frontières à leur pays, malgré tout, c'est l'Amérique qui supportait encore le poids de leur sécurité au sein de l'OTAN. C'est eux-là qui avaient la grande gueule devant Vladimir Poutine. Mais la guerre de la Russie à l'Ukraine, c'est terminé. La guerre commerciale est finie. Ils ont désormais un autre adversaire, ce n'est plus Vladimir. Comment ils vont financer leur guerre? Eux qui voulaient mettre l'économie de la Russie en genoux. Trump est en train de mettre leur économie en genoux. Comment vont-ils financer la guerre avec l'Ukraine? I don't know. Nous, Dieu nous a ouvert les yeux. Donc, je vous invite à ouvrir aussi les yeux. Ce n'est pas tout. Les terroristes qu'ils finançaient chez nous. Peut-être que ces faux billets vont leur donner maintenant. Mais d'ailleurs, même comme c'est eux qui fabriquent franc CFA. Donc, ils peuvent bourrer les trésors d'un pays pour qu'on donne l'argent aux terroristes. Mais dans tous les cas, on saura comment gérer ça, ne vous en faites pas.
Voilà des gens qui vivaient, je répète, sur le dos des Américains. Non seulement ils volaient les Américains en termes de taxes douanières, mais les Américains assuraient leur sécurité au sein de l'OTAN. Ils ne payaient même pas alors qu'il leur avait été demandé de payer au minimum 3% de leur PIB. Ils étaient incapables de payer ne serait-ce que 1% de leur PIB. 1%. Et c'est eux qui disent, vous êtes pauvres, aide humanitaire, aide ceci. C'est pourquoi j'ai dit à nos présidents de l'Est, à cause de Dieu, n'acceptez pas les dons de ces pays-là. C'est une foutaise. Il y a une réalité, peut-être que vos conseillers ne vous ont pas dit, mais ces pays-là sont plus pauvres que nous. Ils ont la grande gueule, c'est tout. Est-ce qu'ils arrivent à payer leurs dettes dans leur pays? Donc, voilà la réalité. Et Trump, pour que lui puisse avoir une marge de manœuvre, pour que Poutine puisse avoir raison. Donc, Trump les occupe avec cette histoire des tarifs, et puis lui parle à son frère Poutine. Poutine, tout ce que tu as récupéré là, c'est pour toi. Ah, si vous n'êtes pas d'accord, moi je vous laisse faire la guerre avec Poutine. Quand vous serez fatigué, vous allez me faire signe, et puis moi je vais intervenir. En tout cas, moi je ne peux plus donner l'argent. Si Trump dit ça, il dit que d'accord, la guerre c'est à vos portes, c'est pas à la porte des États-Unis, financée. Mais Poutine a dit, Salam Fatia, envoyez tous. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je vais faire. C'est ce que Vladimir Poutine a dit. Vous rentrez, je vais prendre Kiev. Vous rentrez, le palais présidentiel que je n'ai pas voulu bombarder jusque-là, vous rentrez, je bombarde le palais présidentiel de Kiev. Il a dit, il n'a pas caché. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Alors, ici, il faut écouter. Il y a un petit message. Voilà, c'est ça que je voudrais que vous écoutiez. Citoyens de la Fédération de Russie, chers habitants du monde entier, aujourd'hui je m'adresse à vous dans un moment crucial, un moment où le destin de notre nation et, je le crois profondément, celui de l'humanité tout entière, se trouve suspendu au bord du gouffre. Les événements qui se déroulent en Ukraine ne sont que le reflet d'une agression plus large, plus insidieuse, plus dangereuse, que l'Occident a lancée contre la Russie. Une agression que nous avons avertie à maintes reprises, mais qui a été ignorée, méprisée, et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. L'Occident a décidé de nous défier. Ils ont cherché à briser notre volonté, à détruire notre économie, à diviser notre peuple. Ils ont cherché à créer un fossé entre nous, à attaquer notre unité nationale. Tout cela dans un but clair, dominer la Russie, la réduire au silence, et finalement, la soumettre à leur volonté. Mais cette vision est fausse. Elle est profondément erronée. Et aujourd'hui, je le dis avec toute la force de ma conviction, la Russie est déjà en guerre. Cette guerre, mes amis, ne commence pas aujourd'hui. Elle ne commence pas avec l'envoi de quelques centaines de soldats en Ukraine, ni avec des sanctions économiques qui frappent les innocents. Non. Cette guerre a commencé il y a des années, lorsque l'Occident a décidé que la Russie ne méritait pas d'exister comme une grande nation souveraine, qu'il fallait nous briser, nous étouffer et contrôler notre destin. Vous, dirigeants européens, vous avez longtemps cru que vous pouviez agir sans conséquence, que vous pouviez manipuler les événements à votre guise, que vous pouviez pousser la Russie à l'extinction comme une simple force géopolitique. Mais aujourd'hui, la vérité est là, et elle est implacable. Vous avez échoué. Si vous croyez que l'envoi de vos troupes en Ukraine, si vous croyez que les menaces et les sanctions économiques vous offriront la victoire, alors vous êtes aveugle. Vous êtes incapable de voir ce que vous avez en face de vous. Vous avez provoqué un monstre, et maintenant, ce monstre est réveillé, prêt à défendre ce qui est le nôtre. La Russie ne pliera pas. Nous n'avons pas peur de la confrontation. Nous avons appris de l'histoire. Nous savons ce que cela coûte, mais nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout pour défendre notre peuple, notre territoire et notre futur. J'ai entendu les déclarations de vos dirigeants, mesdames et messieurs d'Europe. Vous vous croyez prêts à envoyer vos soldats en Ukraine. Vous croyez que vous pouvez agir comme bon vous semble, sans payer le prix de vos actions. Vous croyez qu'une guerre de plus, une intervention militaire de plus, serait simplement une autre page de l'histoire. Mais laissez-moi vous dire une chose, et vous pouvez me croire, cette guerre ne sera pas comme les autres. Si vous choisissez de faire ce pas, si vous choisissez d'envoyer vos troupes, vos avions, vos navires, si vous croyez que vous pouvez provoquer la Russie sans en subir les conséquences, alors vous serez gravement dans l'erreur.
Nous savons comment nous battre. Nous savons comment résister. Vous, dirigeants européens, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. La guerre que vous désirez, si elle éclate, sera totale. Vous allez vous retrouver dans une situation bien plus complexe que vous ne pouvez imaginer. Nous sommes une nation résiliente. Vous avez tenté de nous isoler, de nous affamer, de nous écraser par des sanctions économiques. Vous avez cru que l'isolement ferait plier notre économie, mais vous n'avez pas vu la réalité. Notre peuple est prêt à endurer ce que vous n'oserez même pas imaginer. Vous avez mis en place des barrières, vous avez imposé des interdictions, mais sachez ceci, le peuple russe ne pliera jamais. L'Europe, et plus largement l'Occident, ont sous-estimé la puissance de la Russie. Je vais m'arrêter là. Voilà, quand j'ai écouté ça, j'ai eu la chair de poule, j'ai dit, je ne peux pas, même si je vais analyser, je vais vous laisser écouter au moins, ça fait à peu près 7 minutes, j'ai dit, je vais vous laisser écouter au moins la moitié. C'est cet homme-là, c'est dans son pays que nos 3 ministres des Affaires étrangères, c'est dans ce pays-ci, la Russie, que l'AES se trouve aujourd'hui, pendant que Donald Trump déclare la guerre commerciale et douanière à soi-disant alliés ou tout ce que vous voulez. Nous, Africains, je ne sais pas, peut-être qu'il y a nos noms, mais moi je n'ai pas, dans tous les cas. Nous, on nous a mis dans un système qu'ils appellent Agora, qui nous permet d'aller vendre aux États-Unis sans payer de taxes. Et d'ailleurs, depuis on fait cette vente, pour nous pays africains, moi je ne sais pas ce qu'on a vendu encore, qui serait bénéfique à nos États et à nos peuples. La Côte d'Ivoire fait partie de cette situation d'Agora, si je ne me trompe pas. Mais j'ai entendu Johnny la menace nous dire que l'Algérie a désormais une usine de transformation du cacao en chocolat. Ouh. Et que les Ouattara seraient à l'origine de la création de cette entreprise en Algérie. D'ailleurs, au passage, j'ai vu que il y a une question de drone. Il y a une question de drone abattu à Tizawanten et que cela a créé une tension entre les autorités maliennes et les autorités algériennes. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Beaucoup peuvent dire à Keïta, les gens parlent de l'Algérie, mais tu n'as rien dit. Je vais vous dire pourquoi je n'ai rien dit. Depuis des années, j'ai averti nos autorités. Je leur ai dit, l'Algérie est un serpent dangereux. Je leur ai dit, prenons nos distances avec l'Algérie. Je leur ai dit, l'Algérie n'est pas fiable. Je leur ai dit, l'Algérie est un État dans un État. L'armée est un État dans l'État. Et toute décision politique, si cette décision n'est pas en conformité avec la vision de l'armée, c'est une décision caduque. Ça marche pas. C'est l'armée qui contrôle l'Algérie. J'ai dit fatigué. J'ai interpellé le ministre des Affaires étrangères. J'ai dit les Algériens, là, vous leur faites confiance. Moi, je ne leur fais pas confiance. Quand je les ai vus ramasser, ils disent, ils vont venir chez nous pour faire partage des renseignements. J'ai dit, faites beaucoup attention. L'Algérie, là. Il y a un côté algérien qui fait palabre avec la France. Il y a un autre côté algérien qui donne la main à la France. C'est-à-dire, l'armée algérienne travaille avec la France, mais les politiciens algériens ont un problème avec la France. Voilà la réalité du terrain. Si on a cru que l'Algérie peut être un allié, on s'est trompé. Même la Mauritanie. Je n'ai pas parlé de la Mauritanie parce que j'ai vu que la Mauritanie a essayé de nous amadouer. Et j'ai toujours dit à nos autorités, je dis, regardez très bien, chaque fois que ces deux pays-là essaient de rentrer en communication, de rentrer en contact avec nous, il y a un agenda français qui est caché derrière. Et chaque fois, cela s'est avéré juste. Quand la Mauritanie a fait son double jeu, j'ai dit, ne faites pas confiance à la Mauritanie. J'ai dit, la Mauritanie est un pays esclavagiste. La Mauritanie a livré le jeune Steve Biko. L'Algérie n'est pas un voisin fiable. Méfions-nous de l'Algérie.
J'ai dit l'Algérie, la Mauritanie, c'est la Mauritanie qui a livré Steve Biko. J'ai dit méfions-nous de l'Algérie. Méfions-nous de l'Algérie. Oh merde, l'Algérie toujours. Méfions-nous de la Mauritanie. C'est la Mauritanie qui a livré le petit Steve Biko. J'ai dit la Mauritanie n'est pas fiable. La Mauritanie n'est pas bonne. Faisons beaucoup attention. La Mauritanie est un État esclavagiste. L'Algérie est le berceau des terroristes. La Mauritanie est un État voyou. J'ai dit, faisons attention. On m'a pas écouté. C'est vrai, je ne suis pas une voix officielle. C'est vrai, je ne suis pas conseiller ni de ministre ni de président. Pourquoi on devrait m'écouter? Alors, pourquoi je devrais aussi mener un combat que quand je dis quelque chose et puis on fait autre chose? Moi, je ne mets pas ma bouche d'état, je suis désolé. Je mène pas ce combat. C'est mon argent, je prends pour accompagner la transition. Si je vois que j'ai mené un combat, je sais que ça là, ce pays-là, il faut le laisser, et puis nos autorités décident de faire autre chose. S'il y a quelque chose dedans, puisque j'ai pas envie de sortir pour dire j'avais raison, c'est pas joli à voir, je préfère ne rien dire. Donc, je n'interviens pas. Sur le cas de l'Algérie, je n'ai rien à dire, je ne dirai rien. Sur le cas de la Mauritanie, je n'ai rien à dire, je ne dirai rien. Parce qu'après tout, c'est mon argent que je prends pour accompagner la transition. Et s'il y a des pays, on peut dire que Keïta n'est pas une voix officielle, je suis d'accord. Mais j'ai toujours dit que la Mauritanie n'était pas fiable. Et aujourd'hui, que fait la Mauritanie? Je vais vous lire ce que la Mauritanie est en train de faire aux portes du Mali. Donc moi, je ne peux pas prendre sur moi-même la responsabilité de mener un combat avec mes propres ressources. Et quand je ne suis pas écouté qu'il y a quelque chose, et puis je vais sortir encore, j'ai parlé quoi là-bas? J'ai rien à dire. Non, je suis pas maudit, j'ai rien à dire là-bas. D'après les médias spécialisés, citant des sources bien informées, la France envisagerait de transférer ses forces aériennes actuellement stationnées au Sénégal vers un autre pays de la région, très probablement la Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie? La France a déjà le 43e BIMA qui est déployé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo a parlé. Je vous ai fait écouter Simone Gbagbo. Elle dit la France n'est même pas capable de faire sortir ses soldats de la Côte d'Ivoire. Parce que la France sait ce qu'elle perd. Malgré la grande gueule du pays du président Emmanuel Macron, il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Il sort de la Côte d'Ivoire, c'est fini pour la France. Donc, déployer, réarticuler, c'est par rapport à l'AES que la France veut se réarticuler. C'est pourquoi nous disons merci au président Assimi Goïta d'avoir ouvert cette base militaire à Sikasso, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire, qui n'est pas une petite base. Après quelques années, les gens ne reconnaîtront pas cette base. Ils ne reconnaîtront pas Sikasso, ils ne reconnaîtront même pas le sud du Mali. Donc, c'est par rapport au 43e BIMA qui allait dans le nord de la Côte d'Ivoire que nous avons ouvert une base militaire à Sikasso. Et j'ai toujours dit, faisons beaucoup attention à la Mauritanie et à l'Algérie. Si on peut mettre des fils barbelés avec des mines antipersonnelles même, ce serait une bonne chose. Je le maintiens. Mettre des fils barbelés, puisqu'on ne peut pas construire le mur même Amérique, n'a pas réussi à construire quand même ce fameux mur-là, avec le Mexique. Ils ont construit sur un certain nombre de kilomètres parce que ça coûte beaucoup d'argent, énormément d'argent. Mais nous, on va mettre les fils barbelés avec les mines antipersonnelles, c'est fini, ça coûte rien, c'est moins cher. On met ça, c'est fini. Tu rentres là-bas, ta vie est terminée, on en sécurise notre pays, c'est tout. Donc, l'Algérie joue un double jeu. Je l'ai dénoncé. J'ai dit, ne faisons pas confiance à ceux-là. Et chaque fois qu'on prend du recul, l'Algérie vient avec une stratégie pour essayer de reprendre contact avec nous. Parce que l'Algérie ne veut pas construire. Donc, l'Algérie veut toujours savoir ce qu'on pense. L'Algérie veut toujours savoir ce qu'on veut faire. Donc, l'Algérie vient avec des ruses et des malices. Mais n'oubliez pas qu'ils ont un service de renseignement très puissant. Donc, quand ils voient qu'on n'est pas là, quand moi je parle, attention, ici, je crois que ça va? Et là, ok. J'ai eu l'impression que le volume était bon. C'est bon. YouTube, je pense que le volume est bon. Hein? Voilà. Il y a mon tableau qui me disait que le volume était un peu chose là. J'espère que c'est bon maintenant. D'accord. Donc, je le répète. J'ai dit l'Algérie. Le Mali n'a pas besoin de dire on rend nos relations diplomatiques avec l'Algérie. Mais le Mali peut rester dans un froid glacial et couper tous les ponts.
avec l'Algérie. C'est tout. On n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de faire de promotion publicitaire pour ça. On n'a pas besoin de faire de spectacles communicationnels pour ça. On met l'Algérie à côté et puis on continue. L'Algérie veut répondre, oui, on va vous répondre. Oui, on va vous répondre. Si l'Algérie comprend, oui, on va vous répondre, oui, on va vous répondre. Et puis on ne répond pas, l'Algérie va comprendre qu'on a pris nos distances. C'est fini. Pourquoi? C'est pourquoi je dis souvent à Abdoulaye, c'est vrai que tu es un diplomate, mais Abdoulaye est un politicien. Alors que nos pays là, comme l'a dit le capitaine là, c'est la révolution, on n'est pas dans la démocratie. Donc souvent quand nos ministres ne comprennent pas ça, c'est un peu compliqué pour le président. Souvent quand les conseillers ne comprennent pas ça, ils sont autour du président, parce que le conseiller doit rentrer dans la physionomie du président. Un conseiller autour du président doit comprendre quelle est la vision du président. C'est en fonction de la vision du président que vous accompagnez le président. Mais moi, j'ai l'impression que nos conseillers, non. Ils ont leur propre vision. Ils ont la vision du monde. C'est comme ils regardent ailleurs et puis ils viennent cause. Alors que toi, tu dois rentrer dans la tête de ton président, qui a son agenda à lui. C'est un militaire. C'est pas un homme politique. Donc, c'est pas un politicien. Il n'a rien à voir avec la politique. Comment je peux l'aider? Mais vous ne pouvez pas démissionner et puis laisser le monsieur choisir ceux qui peuvent l'aider. Mais vous dites que vous êtes conseiller et c'est vous qui le poussez souvent à prendre des décisions. Et quand je dis ça, les gens me disent, ah, Keita Assimi n'est pas un enfant. Je dis, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas ce que c'est que la politique. Vous parlez comme ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans le feu de l'action. J'ai été à des moments difficiles dans ma vie à prendre des décisions compliquées, des décisions politiques pour sauver une situation. Et là, c'est pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est quand j'étais étudiant, mais j'étais pas encore aux États-Unis. Des décisions compliquées. Souvent même les gens disent, après même les conseillers, mais comment tu fais, Keita? Moi, on venait me poser toujours ça. Même souvent, mon papa me disait qu'il avait peur à son âme. Il dit, mais il y a des décisions. Il dit souvent, il me regarde depuis la peur pour ma vie. Parce qu'il y a des décisions que je prenais qui sauvaient une situation où les gens pensaient que c'était fini. Où les gens pensaient que c'était terminé. Mais par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais demandé au Mali de faire quelque chose, et puis le Mali a fait, le Mali a eu tort. On peut ne pas m'écouter, on peut ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est le choix des autorités. Mais si j'ai évoqué une situation, et puis le Mali se trouve confronté, ce que je craignais arriver, moi je ne sors pas, je ne fais pas palabre comme ça, je passe ma route, il y a d'autres qui vont faire ce palabre-là, moi je ne fais pas. Parce que j'ai déjà interpellé. Moi j'interpelle avec mes propres moyens. Je prends mon temps, je prends mon argent, je dis attention, attention. Mais je n'ai pas besoin d'être en Algérie pour savoir que l'Algérie est un loup au pot d'agneau. J'ai pas besoin de parler à les Algériens pour savoir que ce sont des escrocs, ce sont des traîtres, ce sont des hypocrites. Je n'ai pas besoin. Les Arabes, on les connaît. Tu connais pas Arabes? Vous croyez que les Arabes là, pourquoi Dieu les a choisis? Si Dieu ne les avait pas choisis par rapport à l'islam là, les Arabes, ils allaient tous nous tuer. Il n'y avait pas plus idolâtres que Arabes. Il n'y avait pas plus criminels que Arabes. Les Arabes sont des criminels nés. C'est Dieu qui les a domptés avec la religion. Les Arabes sont mauvais. Vous n'avez qu'à regarder le Hezbollah, vous n'avez qu'à regarder l'Iran, sa détermination. Vous n'avez qu'à regarder d'autres pays. Donc les Arabes là, je ne suis pas contre eux, hein. Mais l'Algérie, là, je vais jamais porter l'Algérie dans mon cœur. Wallahi billah. Parce que je sais, vous donnez aujourd'hui le président Assimi Goïta à l'Algérie, là, ils vont le décapiter à la seconde. Parce que l'Algérie, Assimi est un, je vous permets de comprendre ça. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Regardez le pipeline de l'Algérie qui passe au Niger. Nigeria, Niger, Algérie. Regardez le pipe. Pourquoi l'Algérie est très remontée contre le général? Il ne peut pas montrer. Mais c'est Assimi qui est à l'origine. Donc tout ce qu'il ne peut pas faire avec le général Tiani, là, c'est ce qu'Assimi vont faire. Et puis ils essaient d'orloter le général Tiani, mais ils attaquent Assimi. Parce que si Assimi n'avait pas ouvert la voie, leur pipeline avec Bazoum, là, il n'y avait pas de problème. Mais ils sont obligés de faire le double jeu avec le général, s'attaquer à Assimi à travers les terroristes. Non. Il faut pas les chercher Bédi à 14 ans. Il y a un enjeu économique qui est là. Ce qui a créé la guerre en Syrie, c'est la même situation que nous vivons aujourd'hui au Niger. La guerre de Syrie,
C'est quand Bachar al-Assad a décidé, il dit, son pipeline de gaz, là, son gazoduc, là, ça passe plus par la Turquie, mais ça passe désormais par l'Iran. Les Américains, les Européens, tous, ils ont tout de suite, George Soros, USAID, ils ont tout de suite financé les terroristes. Ils ont tout de suite financé ce qu'ils appellent ONG. Ils ont financé les mouvements politiques. Tout de suite, la contestation a commencé contre Bachar al-Assad. Parce qu'il a décidé que le gazoduc ne passe plus par la Turquie, mais par l'Iran. Donc, il faut faire par là. C'est comme ça que la Turquie. Sinon, Bachar al-Assad n'avait rien. Si le pipeline là, passait par la Turquie, là, il serait président aujourd'hui. C'est le même problème. Le gazoduc algérien passe par le Niger. Et l'Algérie voit d'un mauvais œil l'indépendance du Niger. Il voit d'un mauvais œil la politique du général Abdrahmane Tiani. Et c'est Assimi Goïta qui est à l'origine. Et c'est l'AES. Alors, ils font un double jeu. Ils font comme s'ils sont d'accord, très bien d'accord avec le Niger, mais ils s'attaquent au Mali à travers les terroristes. J'ai dit, monsieur le président, fais beaucoup attention. L'Algérie n'est pas un voisin fiable. L'Algérie n'est pas un partenaire fiable. C'est des menteurs, des manipulateurs. C'est un État dans un État. L'armée est le véritable pouvoir. Et l'armée travaille avec la France. C'est les politiciens qui ne sont pas d'accord avec Macron. Mais l'armée est d'accord avec Macron. Donc, monsieur le président, faisons beaucoup attention. Faisons cette lecture rationnelle. Bathily vient d'écrire tout. Vous êtes tous témoins. J'ai dit ça. L'État dans un État. Qui l'a dit le premier? C'est moi. Et maintenant, vous voyez les perruquiers répéter la même chose. C'est la même chose. L'Algérie, c'est l'armée qui a le vrai pouvoir. Mais l'armée travaille avec la France. C'est les politiciens qui ne sont pas d'accord avec Macron. J'ai dit, faisons attention. On ne nous a pas écoutés. Vous voulez que moi je fasse quoi? Je regarde et je prie Dieu, que Dieu aide nos autorités à l'Algérie, c'est tout. La Mauritanie, j'ai dit la même chose. Il a fallu que la Mauritanie commence à maltraiter nos ressortissants, que j'appelle immigration clandestine. La Mauritanie n'a jamais accepté notre partie du territoire que nous avons récupéré. L'Algérie n'a jamais commis ça. Cette partie du territoire, je vais vous raconter son histoire. L'histoire que les autorités politiques ne savent pas. Ceux qui prennent mes vidéos pour les couper là, soyez intelligents. Quand vous prenez mes vidéos, il y a des parties vous ne devez pas enlever. Si c'est trop pour vous pour télécharger, il y a des applications pour condenser les vidéos et la vidéo garde la meilleure qualité d'image. La qualité, moi, mes images, c'est HD. Je vous en prie. Vous voulez faire, prenez, condensez. Il y a des gens, quand ils condensent là, ça devient vilain, flou. Non. Vous voulez reprendre mes vidéos? Vous les reprenez vraiment de façon exceptionnelle. Parce qu'il y a des parties, quand je vois souvent, je suis pas d'accord avec. Donc, soyez intelligents quand vous prenez mes choses parce que les gens ont besoin d'informations. Surtout là, partout, je parle de mes produits là. Si vous commencez à couper ça dedans encore, je vais vous signaler. Si vous ne pouvez pas mettre ma promotion dans vos vidéos, laissez tomber. Vous n'êtes pas obligé. Si vous faites, et puis je vous attrape une ou deux fois, je vous donne un avertissement, vous continuez, je vous signale. Vous faites Facebook, YouTube va vous bloquer. Vous coupez mes vidéos, vous prenez mes vidéos, vous mettez mes promotions dedans. Hein? Parce que vous ne payez rien. Je vous laisse gratuitement, vous gagnez l'argent sur mon dos, mais mes produits aussi, vous devez faire en sorte que les gens entendent ça. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est un compromis simple. Moi, je suis Trump. C'est un compromis simple. Vous n'allez pas gagner sur mon dos. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de voir, prenez vidéo des autres, laissez pour moi. Désormais, vous coupez mes promotions, vous ne ferez plus parce que je vais vous signaler. Si vous ne voulez pas que je vous signale, vous mettez mes promotions dedans. Si vous ne voulez pas mettre mes promotions dedans, allez-y prendre vidéo de quelqu'un d'autre. D'accord? Merci. Ici, regardez ce que la Mauritanie fait. La partie de la Mauritanie, là, regardez bien la Mauritanie. La partie où le Mali a récupéré. C'est une partie, c'est la partie que la Mauritanie voulait céder à la France pour installer ce que j'ai lu tout à l'heure, là. La base aérienne. Attendez, hein. Si des pourparlers seraient déjà à un stade avancé entre Paris et Nouakchott, les discussions resteraient hautement complexes, selon les sources concordantes. En cas d'échec à aboutir à un accord avant la date butoir fixée, une alternative provisoire serait envisagée. 1. Le stockage temporaire du matériel logistique militaire sur le sol mauritanien en attente d'un redéploiement définitif vers
une future base. Donc, ça veut dire que si la Mauritanie n'est pas d'accord, parce que la Mauritanie, ce que la Mauritanie veut, c'est quoi? Les Français veulent se replier un peu à l'intérieur de la Mauritanie. Les Mauritaniens ne veulent pas. Les Mauritaniens veulent que les Français installent leur base à la frontière avec le Mali. Donc, automatiquement, ils deviennent une cible terroriste si jamais les terroristes veulent se retourner contre eux, ou ils deviennent automatiquement les protecteurs de la Mauritanie, et la Mauritanie ainsi, comment vous le dites, le Mali, n'est-ce pas, dans la poursuite des terroristes, ne va plus poursuivre les terroristes jusqu'en Mauritanie. Donc, la partie où le Mali a récupéré, le village là, fait partie d'une zone, c'est une zone beaucoup plus large que les gens veulent mettre à la disposition. Mais l'armée française ne veut pas être à la première ligne. Ah, Keita, comment tu sais ça tout? Faut pas chercher à savoir. Il faut chercher à vérifier. T'as compris? Faut pas chercher à savoir, faut chercher à vérifier. Si j'ai tort, tu vas savoir. Si j'ai tort, tu vas savoir. Mais la discussion là, la Mauritanie ne veut pas que la France s'éloigne de la frontière. Parce qu'une base française là-bas, protégée, alors que nous savons que ce sont des lâches. Ils aiment s'installer dans la capitale. Vous avez vu le Karatora Bida? Karatora Bima, c'était où? À Port-Bouy. Vous avez vu au Niger, ils étaient où? Base 101. Kamboazé, là, c'était où? Ils étaient, c'était à Ouaga. Donc, les Français n'aiment pas être à la frontière. Ils ont peur. C'est des lâches et c'est des peureux. Alors que la Mauritanie dit, c'est la frontière, nous on veut voir, mais pas dans la capitale. Parce que, dans la capitale, il y a la question de la souveraineté qui sera évoquée par les Mauritaniens. Ils vont pas l'accepter. Donc, alors que la France se sent en sécurité dans la capitale, pas à la frontière. Mais la Mauritanie ne veut pas ça. C'est ça le problème. Donc, ça, c'est une petite ouverture que j'ai faite pour vous. L'armée française ne peut pas quitter l'Afrique. Le redéploiement du dispositif, tout ça, c'est un bobo, c'est des mensonges, c'est des bêtises, il n'y a rien de vrai, de sérieux dedans. Ils croient qu'ils peuvent nous vendre ces bêtises-là, ces rêves-là, cette illusion. Ils pensent qu'ils, merci beaucoup à Christy, quoi qu'ils peuvent nous vendre ça. Mais la réalité, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord sur la position. La DST, non, pas la DST, la DGSE, c'est pas vrai. Ce monsieur-là, on croyait qu'on avait fini de le connaître. Il a encore plus de ressources qu'on pouvait l'imaginer. C'est parce que vous ne savez pas qui je suis, petit agent de la DST, donc vous pouvez continuer à pleurnicher. Ici, je vous permets d'écouter ça. Est-ce que Tidiane Thiam sera le candidat du PDCI RDA? Le PDCI RDA se porte bien. On va nous faire croire qu'il s'agit d'une guerre interne. Mais ça ne sera qu'une guerre interne quand c'est des singletons ou bien 2 ou 3 personnes. On va bien écouter. Pourquoi j'ai préféré garder ça à la fin. Comme on dit souvent, les bonnes choses, c'est pour la fin. Pour que vous puissiez entendre ce qui est en jeu. Et puis, on va conclure. D'accord? Donc, ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. Mais moi-même là, il y a longtemps, je vais décortiquer le discours du capitaine, mais jusque-là, on n'arrive même pas à parler du discours du capitaine. Il faut que je parle du discours du capitaine. Qui font le jeu, de qui nous savons. Ben, de toute façon, les oiseaux de mauvaise augure, ceux qui se cachent dans l'ombre pour tirer la ficelle, auront la honte de la vie. Alors, le président va être candidat et le président sera élu en octobre 2025.
Vous savez, j'ai offert écouter l'intervention de Diao Foué, quelqu'un que j'apprécie, que je respecte beaucoup. Je crois qu'il est le député de Port-Boué. Il est important pour nous, quand on arrive à un moment donné de notre histoire, de faire beaucoup attention. On va écouter Diao Foué ici, je vous en prie. N'ayez pas peur, parce que si vous avez peur, alors vous avez livré le président Thiam en pâture. Parce que les positions qu'il prend sont des positions pour vous, sont des positions pour la Côte d'Ivoire. Nous devons, si nous avons cru en lui, le suivre et l'accompagner par la ferveur de notre engagement militant. Et il faudrait que, je souhaite, bientôt, nous soyons en train de battre campagne chez vous, dans vos localités, après avoir vérifié nos noms sur la liste électorale, pour pouvoir aller vers le palais le 25 octobre, soit le 25 octobre. Vous connaissez le général de Gaulle? Oui. Est-ce que quelqu'un peut dire en France que le petit-fils du général de Gaulle n'est pas français? Vous connaissez le président Fauboyer? Oui. Celui qui a fondé la Côte d'Ivoire? Oui. Est-ce que quelqu'un de sérieux peut dire que le petit-fils du Fauboyer n'est pas ivoirien? Ce que j'essayais de dire la dernière fois, je remercie Diao Foué qui a compris le sens du combat que j'avais mené ce jour-là. Diao Foué, il a été très clair. Et dit que vous qui êtes là aujourd'hui, logiquement, nous sommes dans une période de contentieux. Vous aurez dû être en train de vérifier parce qu'il y a des choses graves qui ont été faites. Hé, Côte d'Ivoire! Hé, Yako! Cuibière! Comment il s'appelle? C'est Cuibière, c'est ça. Cuibière. Tu étais rebelle. Tu es terroriste. Un ancien rebelle. Un terroriste. Devenu président de la commission électorale indépendante. Tiens! Donc vous savez qui est Ouattara? Cuibière était un terroriste, un rebelle, un criminel, un assassin. Cuibière, la liste électorale, il n'y a pas de problème. Mais les 27 milliards qui ont été donnés, 27 milliards, 500 millions, l'argent est parti où? L'argent de votre sueur, vos taxes, vos impôts, vos prélèvements, 27 milliards. Dans ces temps difficiles, Ouattara vous dit de serrer la ceinture. Il vous dit, idiot que vous êtes ivoirien, vous serrez la ceinture. Nous, on va vivre de votre galère, de votre souffrance. Parce que nous, on est au pouvoir. 27 milliards. Il n'y a pas eu de révision. Tout homme doué de... C'est pourquoi quand je regarde Élysée, ce mort-vivant qui va sur les plateaux, Tortue Ninja, Daouda, Tortue Ninja, Arthur Banga, Villet, on dirait Masguéré. Comment il s'appelle l'autre? André Sylvain Kona, l'homme de Dégué. Vous avez à l'école, au collège, on avait une façon de dire, quand vous parlez, et puis ici, là, c'est rempli de blancs que vous connaissez, j'ai pas envie de dire, parce que ça coupe l'appétit, on dit la bu Dégué. André Sylvain, tu bois trop Dégué, de temps en temps, faut faire comme ça. Alors, Arthur Banga, Villet, on dirait Masguéré, Daouda, Tortue Ninja, Élysée, toi tu es mort vivant. Et vous n'avez pas peur de Dieu, vous tous là. Au lieu de vous concentrer sur, on n'a pas fait liste électorale là, on n'a pas fait révision, vous allez faire quoi? Ça c'est Tortue là qui dit ça, Tortue Ninja. On n'a pas fait, puis vous allez faire quoi? C'est ça, vous voyez, la bêtise humaine, c'est là où vous vous rendez compte qu'on est dans un état voyou. On vous a donné l'argent pour faire un travail. Vous ne faites pas le travail. Et la Cour des comptes n'a pas un problème avec ça.
Wow! Ivoirien, que Dieu vous aide. Pardon. Que Dieu nous aide. Parce qu'on est tous même chose, même si je ne suis pas là-bas. 27 milliards chaque année pour faire révision. Le monsieur dit, après élection, on va faire. S'il ne fait pas, vous allez lui dire quoi? Alors que la Constitution dit, il faut faire avant élection. Lui dit, on fait. Et attendez, j'ai dit, oh, vous êtes, ça là, ça ne doit pas vous étonner. Hein. Je vous ai montré qui est Ouattara. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ouattara est un voyou. Ouattara est un voleur. Ouattara est un marmailleur. Ouattara est un corrompu. Ouattara n'a jamais respecté l'ordre établi, l'ordre constitutionnel, l'ordre juridique. C'est le même Ouattara qui, en 93, avec Philippe Grégoire Yassé, demande à Fologo, au général Robert Gueye, au bureau politique du PDCRDA, de contourner l'article 11 pour que lui soit président, puisque déjà, il est de fait président de 92 à 93. On dit non, même si c'est comme ça, la Constitution doit être appliquée. Vous pouvez m'appeler pour me dire, quel que soit X alpha, au péril de ma vie, de ne jamais accepter que la Constitution soit violée. Donc Ouattara, il n'y a rien que je peux faire. Ça veut dire que Oufoué avait déjà désavoué Ouattara avant même sa mort. Aïe! 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 Donc c'est ce voleur, ce marmailleur, qui, une fois de plus, pour annoncer les couleurs de la forfaiture, vous croyez réellement que celui qui a pris les armes pour tuer les Ivoiriens va s'empêcher encore de marmailler les résultats des élections? Tuer là, c'est le quotidien de Cubain. Assassiner là, c'est son petit déjeuner. Éventrer les femmes enceintes. Égorger les Ivoiriens. Ça, c'est son petit déjeuner. Il n'a aucun problème avec ça. La vue du sang ne le gêne pas. Donc, il va manipuler. Il a déjà commencé. On vous donne 27 milliards pour qu'il n'y ait pas de mort en Côte d'Ivoire. 27 milliards pour que la transparence soit faite. 27, je me suis trompé. 27 milliards 500 millions. D'ailleurs, moi, je veux bien savoir, c'est quelle révision qui va aller jusqu'à moi, je me déplace, je prends mon taxi, je paye ma fiche moi-même là, je vais payer mon, l'établissement de mon extrait de naissance, je paye la carte nationale d'identité, je paye les timbres. Qu'est-ce que l'État paye pour moi? Zéro. Donc, pourquoi ça va aller jusqu'à 27 milliards 500 millions? Pourquoi? Pour que moi, je me déplace. Ah, donc, les 27 milliards 500 millions là, c'est le salaire. Les gens qu'on paye là, on connaît leur salaire, on les recrute sur la base de 50 000, mais celui-même qui donne leur nom là, quand on donne les 50 000 pour les payer là, lui fait son jeu, retient. Si j'en trouve, c'est 40 000, 45 000. C'est quel argent vous prenez pour payer les gens? Et c'est eux là qui nous disent, vous avez des rebelles au pouvoir, vous avez des putschistes au pouvoir. Je préfère un putschiste qui préserve la vie. Je préfère un putschiste qui honore la vie. Je préfère un putschiste qui protège la vie. Je préfère un putschiste qui dit non à l'injustice, qui dit non à l'instrumentalisation de la justice. Je préfère ce putschiste qu'un soi-disant président élu démocratiquement, qui est un voleur, un corrompu, même un marmailleur, celui qui instrumentalise les institutions de la République. Pourquoi la commission électorale indépendante ne peut pas faire correctement son travail en Côte d'Ivoire? Parce qu'on est un rebelle qui a déjà tué, qui a fait ses preuves. La vue du sang n'est pas un problème pour Cuba. Donc la révision, et il s'arrange à ce que la révision de la liste électorale en année électorale ne soit pas faite. Mais pourquoi il refuse de le faire? Tidjane Thiam a donné cette réponse. Hein? Gbagbo a répondu, Simon a répondu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne vous attaquez ni à Simon, ni à Tidjane. Aujourd'hui, là, ceux qui attaquaient Tidjane Thiam hier, candidat de la France, candidat de ceci,
candidat de ceux-là, je voudrais que vous ayez la grande gueule pour venir présenter vos excuses à Tidjane Thiam. Quand je disais, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Celui qui est candidat de la France, là, c'est celui-là qu'on va discréditer, c'est celui-là qu'on va insulter, c'est celui-là qu'on va éliminer par tous les moyens, celui qui est candidat de la France. Quand les gens vous manipulent, ils se font passer pour des informateurs au sein du pouvoir, ils vous donnent des bêtises comme information, vous les publiez bêtement sans chercher à savoir, c'est dangereux. Je dis, attention. Aujourd'hui, là, ils n'ont encore sorti pour venir nous dire que Tidjane Thiam, c'est vraiment chose. C'est ce qu'ils ont dit là, c'est ça. Ils ont honte. Tidjane Thiam, il a été envoyé, il est payé. Venez nous prouver. Maintenant, vous avez honte. Quand Keïta a tort, devant le monde, Keïta sort et puis dit, je présente mes excuses. J'ai tort. Mais vous avez tort. Et vous continuez à vous cacher derrière votre mensonge. Les gens qui vont vous regarder, moi je ne vous en veux pas, mais c'est les gens qui vont vous regarder là que je m'apitoie sur leur sort. Parce que ayez le courage même si vous aimez quelqu'un, même si vous appréciez quelqu'un, et que la personne a fait une erreur, n'a pas eu le courage de sortir pour venir se justifier et persiste dans l'erreur, je vous demande pardon, réfléchissez pas 2 fois avant de continuer à suivre la personne. Réfléchissez 2 fois. D'accord? Ça, c'est la question que pour moi, c'est très simple. Pour moi, c'est très simple. Parce que la réalité, c'est ça. Si vous avez la preuve, venez prouver. Je peux regarder X, toi tu es un menteur. Je peux regarder l'ami Aliou Bari, Bari Tossi. Pourquoi tu fais ça? Alors qu'il m'a rien fait. Parce que quelqu'un m'a dit quelque chose sur lui. Je vérifie même pas et puis j'attaque Bari. Bari, mon frère qui t'attend aussi. Il faut ça. Le jour, la personne, l'information qu'on dit que ce jour-là, moi-même, j'étais même pas ici. Moi, ce jour-là même, j'étais en Alaska, ou bien j'étais en Chine. Hein? Tu dis quoi? Tu étais en Chine? Moi, on m'a dit que, mais qu'il fallait vérifier. Et là, j'ai la honte de ma vie, là. Parce que j'ai pas vérifié. Ça, c'est pas bon. Quand il y a des choses que il faut, quand il y a une erreur, ça sera moi. J'ai tort. Wallah, Dieu est moi. Même à mon fils. Gaussou. Ne pensez pas que c'est mon fils, hein. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Mais moi, à mon épouse, quand j'ai tort, je demande pardon. Ce n'est pas une faiblesse. À mon fils, quand j'ai tort, je demande pardon. Il n'a que 8 ans. Quand j'ai tort, je demande pardon. N'importe qui. Quand j'ai tort, je demande pardon. Donc c'est pas nouveau. Ça, c'est mon éducation. Mais quand vous sortez, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça. Et puis le combat qu'on voit. Et puis dans tous les cas, montrez-moi un seul pays qui n'est pas en accord avec ce pays. Ça, c'est idiot de dire que Tidjane Thiam, il a fait les associés à la France. Est-ce que nous, on n'est pas associés à la Russie? Pendant que je vous parle là, est-ce que nos premiers ministres ne sont pas en Russie? Et nos ministres des Affaires étrangères ne sont pas en Russie? C'est-à-dire que les gens parlent, tu te poses la question, attendez, ceux-là qui parlent là, est-ce qu'ils ont une idée de comment le monde fonctionne? On est en relation avec la Russie. Quelqu'un va même me dire, vous êtes dit, mais pourquoi tu n'as pas en relation avec la Russie? Nous, on est en relation avec la Russie. Est-ce que c'est mauvais? On nous a demandé de lâcher la Russie pour l'Union européenne. On a dit non. C'est un partenaire qui nous respecte. Et tant qu'il nous respecte, et qu'on respecte, nous, on value cette relation égal à égal dans le respect. Ça s'arrête là. Est-ce que on nous attaque d'être des pro-russes, des pro-chinois? Mais on a tout à fait raison. Qui est en train de nous aider à installer ces centrales solaires ici? C'est la Chine. Qui va nous aider pour construire nos barrages? C'est la Chine. Qui va nous aider à installer nos centrales nucléaires? C'est la Chine. C'est la Russie. Ce sont des partenaires. On ne va pas leur dire non. Donc Tidjane, il est pro-France. Et puis quoi? C'est bête même de dire ça. C'est idiot même de dire ça. C'est la bêtise morale, intellectuelle et psychologique. Moi, j'ai des enfants qui sont français. Je le dis toujours. J'ai 2. J'ai des enfants français, j'ai des enfants américains. J'ai des nièces, j'ai des neveux qui sont français. J'ai des amis qui sont français. J'ai des compagnons qui vivent en France. J'ai des amis d'enfance qui vivent en France, qui ont des enfants français. Est-ce que moi j'ai un problème avec eux parce qu'ils sont français?
Pourquoi les gens sont bêtes comme ça? On a un problème avec le dirigeant, le mari de alias Brigitte. C'est avec lui, non, on a un problème. Demain, là, si c'est Marine Le Pen qui gagne, ou c'est un autre candidat qui gagne, qui normalise ses relations avec nous, pourquoi on va pas travailler là? Donc vous pensez que la France, là, c'est l'ennemi juré de la Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement bête quand vous réfléchissez comme ça. Ah oui, vous êtes bête, vraiment, ça fait pitié. Il n'y a aucun pays qui peut aller sans alliés. Mais quand nous disons la France, nous parlons de Macron. Macron, attendez, Macron, il va dans quoi? En 2027, c'est fini, là. C'est dans 1 an, quelques mois, là. Macron, c'est terminé. En 2027, il y a élection présidentielle, c'est fini. Macron, c'est fini. Il s'en va. Mais quand il va partir, Macron, est-ce qu'il va aller à la France? Il va avec son mauvais résultat. Il va avec ses bêtises, c'est fini. Nous, on établit le nouveau président qui vient. S'il veut normaliser nos relations, on normalise avec le nouveau président. Et puis, on oublie l'ère Macron. Ça, nous, on n'a pas un problème avec le peuple français. Moi, je le répète toujours. J'ai mon sang qui est français. J'ai mon sang qui est américain. Quand Joe Biden était là-bas, je chicotais l'Amérique devant vous tous. Mais aujourd'hui, je fais à Tarakou de Donald Trump, non? Mais c'est la même chose avec la France. Pourquoi pensez-vous que la France est le candidat de la France? Il attaque le candidat de la France. Idiot que vous êtes. Vous ne comprenez rien à rien. Il est candidat de la France, ça veut dire quoi? Toi-même, là, tu n'aimes pas quelqu'un. Les parents de ta femme, là, ce sont tes ennemis. Les amis de ton quartier, là, ce sont tes ennemis. Tes partenaires de travail, là, ce sont tes ennemis. Pourquoi vous ne réfléchissez pas en termes de choses, mais vous rétrécissez, vous réduisez, pardon l'expression, vous réduisez l'expression à la chose la plus minable qui puisse exister. Macron, c'est vrai, c'est le président de la France, mais Macron n'est pas la France. Moi, j'ai toujours soutenu Marine Le Pen. Même j'ai des amis, j'ai des parents qui m'ont dit, mais pourquoi j'ai dit Marine Le Pen? Parce que vous ne savez pas. Vous entendez ce qu'on vous dit. Mais ce que je vois d'elle, c'est pas ça. Parce que j'ai plus le temps de l'écouter, de la suivre. Celle-là, si elle gagne, nous, on aura plus à gagner. À l'époque, c'est ce que je disais. Mais ça se vérifie aujourd'hui. Sinon, pourquoi on va disqualifier Le Pen? Pourquoi? Pourquoi on la disqualifie? À cause de la vision qu'elle a. À cause de ce qu'elle veut, à cause de ce qu'elle recherche, à cause de ce qu'elle entend faire avec les pays. L'attitude de Macron envers nous, elle l'a dénoncé. Mais elle est française, elle est députée de la République, elle a été ancienne, elle a été candidate malheureuse à 2 reprises, à 2 élections. Et on sait que elle est, comment vous le direz, elle est favorite de 2027, donc tout de suite, il faut la casser. Quand vous regardez la procédure même de la justice, ça a biaisé toutes les normes. Ça ne se fait jamais ce qu'on a fait avec elle. Mais le message est clair, il faut l'empêcher d'être candidate. Et nous, comme je l'ai fait avec Trump, mon combat serait qu'elle puisse gagner ce combat-là et puis devenir candidate, c'est tout. Donc, le message ici, je l'ai dit hier, je le répète, le président ivoirien, il veut distraire les Ivoiriens. Diao Fo, il a dit. Il veut amener les Ivoiriens à se focaliser sur du faux. Alors que les gens doivent être en train d'aller regarder sur les différentes listes électorales, d'ailleurs que je voulais aborder avec vous. Voilà un élu du PDCI qui est à Yopougon. Vous savez, sa femme, où Kubert a envoyé sa femme. Non, les gens de Ouattara sont forts. C'est pas vrai. Tiens! Non, ils sont forts. Alors, les électeurs de Yopougon, je parle pas de tous, hein. Timokou a parlé à Tiasalé. Je parle des électeurs de Yopougon. Diaoufoué a donné juste quelques exemples. Des gens qui ont toujours voté à Yopougon. On les a menés en Suisse. Quelqu'un qui est à Yopougon, qui n'a jamais vu l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, se retrouve sur la liste des électeurs en Suisse. Il y en a. Ils se retrouvent ici, dans l'AES.
Il y a plein d'électeurs ivoiriens qui se retrouvent dans le Mali, au Burkina ou au Niger, alors qu'ils sont de Yopougon. Il y en a qui se retrouvent à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, alors qu'ils sont de Yopougon. Donc, sur la seule liste électorale de Yopougon, plus de 25 700 personnes déplacées. Je dis bien 25 000. Yopougon seulement. Plus de 25 000. Repartis partout dans le monde. On les a jetés un peu partout. Et attention, je ne vous donne qu'une seule chose, hein. C'est-à-dire que si vous mettez tout ensemble, on va se retrouver à peu près à près de 1 million de personnes qui ne vont pas voter. 1 million de personnes qui ne pourront pas voter. Parce qu'il y a un rebelle qui est à la manœuvre. Parce qu'il y a un rebelle qui est à la tête de la CE. Il y a un criminel, un voleur, un menteur, un corrompu, un manipulateur qu'on appelle Cuibert. Donc si vous faites la somme de toutes les personnes déplacées sur la liste électorale, des gens qui ont toujours voté dans leur circonscription, parce qu'ils savent que dans ces circonscriptions aujourd'hui, c'est l'opposition qui est majoritaire. Comme l'opposition est majoritaire, il faut éparpiller les électeurs dans différents endroits. Voilà la ruse du RHDP pour gagner les élections. Comment un ancien rebelle, un voleur, un criminel peut dire comment on peut avoir confiance à une telle personne? Quand Yopougon seul a plus de 25 000 déplacés, Yopougon seul. À Niamey, vous n'en verrez même pas. Vous allez trouver qu'à Niamey, au contraire, ils ont conflit parce que à Niamey, c'est le fief des RHDP. Yopougon, c'est pas leur fief. Donc, partout, c'est leur fief. Si vous regardez, vous allez trouver qu'ils ont gonflé là-bas. Mais partout, c'est pas leur fief. Vous allez trouver que ils ont éparpillé les électeurs dans des endroits où ils savent que c'est humainement impossible pour ces électeurs d'aller voter. Même si vous allez, si par exemple, on enlève un électeur de Yopougon et puis on le met à Yamoussoukro, même si par extraordinaire il arrive à Yamoussoukro, on va regarder sa carte nationale d'identité, on va lui dire, mais attention, tu ne peux pas voter ici, même si ton nom est sur la liste électorale, mais on voit que tu n'es pas résident de Yamoussoukro. On peut lui dire non. Même si les gens se déplacent, on va leur dire non. Voilà comment le RHDP veut gagner les élections. Et ça, c'est un cas. Les centenaires, les bicentenaires, il y en a dans la liste électorale. Bicentenaires. C'est comme Social Sécurité aux États-Unis. Là. Il y a même des gens de 300 ans qui sont dedans aux États-Unis. Donc, si la liste électorale encore, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont plus âgés que leur papa et leur maman. Des enfants plus âgés que leur père et leur mère. Dans la liste électorale Côte d'Ivoire, du rebelle, là, ça est dedans. La liste de la rébellion. C'est comme ça, mais moi, je dois appeler. Liste électorale, non. Appelons la liste de la rébellion. La liste de la rébellion 2025. Il y a des enfants qui sont inscrits sur cette liste de la rébellion qui sont plus âgés que leur papa et leur maman. Hey! C'est encore du voir sur on peut voir ça. Un enfant est plus âgé que son papa et sa maman. Subhanallah. Ça, c'est la démocratie à la Dramane Ouattara. Ça, c'est la démocratie du RHDP. Et, tu vois, l'enfant est plus âgé que son papa. Il est plus âgé que sa maman. Mais là, ce sont des centaines de milliers de cas comme ça, hein, sur l'ensemble du territoire. Des gens qui ont 200 ans. Et ce n'est pas fini. Il y a des femmes qui ont 100 enfants. Oui, sur la liste de la rébellion 2025 du rebelle Cuibert, il y a des femmes qui ont 100 enfants, 200 enfants, ça existe. 200 enfants. Aïe, je voudrais rencontrer cette femme qui a 100 enfants. Tiens! Pati Sagana. 100 enfants! Ça existe. Dans la liste de la rébellion de Ouattara 2025. 100 enfants, ça existe. Les enfants sont nés les enfants sont plus âgés. Les enfants sont nés avant leur papa et leur maman. Les enfants sont plus âgés que leur papa et leur maman. Il y a des femmes qui ont plus de 100 enfants, 200 enfants, d'accord? Hey! 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 Tchouba!
Pati Sakana. Wouh! Non, Cubain, tu as la palme d'or. Le rebelle cubain. C'est pas vrai. Vous voulez vous comparer au Mali? Vous voulez vous comparer au Niger? Au Burkina? À cause de Dieu, on est pauvre. Laissez-nous dans notre pauvreté. Mais dans notre pauvreté, là, on va jamais faire ça. Hey! Un enfant est plus âgé que son papa et sa maman. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça sur la liste électorale. Une femme qui a plus de 100 enfants, c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça sur la liste électorale. Hey! Hey! Tu vas... Tiens! Alors, ceux qui, évidemment, une fois de plus, je voudrais remercier les uns et les autres. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien le plus précieux. Certes, nous dénonçons les choses, mais nous voulons voir ce pays-là redevenir cette terre d'asile, d'hospitalité. Cette terre où on vit ensemble. Parce que nous, à notre époque, je peux le dire, c'était pas Ouattara, le criminel n'était pas là, il est venu en 93, quelque temps après, moi je suis parti au State. Donc j'ai pas trop connu ces bêtises, ce criminel de Ouattara. Alors, ce qu'il faut retenir, ce qui est fondamental pour nous, nous on a connu une époque où Houphouët nous a laissé une Côte d'Ivoire, vraiment, Houphouët je l'ai connu à l'école primaire, oui, et, oui, parce que c'est en 90 que j'ai connu Gbagbo. J'étais déjà bon du coup au lycée. Donc, Houphouët nous a gâtés beaucoup. En tout cas, nous, quand on était à l'école, Houphouët nous a gâtés parce qu'on avait une bourse. On était bien logés à l'internat. On était bien nourris. On s'habillait très bien. Et puis, il y avait cette histoire d'uniforme kaki, tout ça haut. Là, on faisait les petits malins. Parce que, les petits de Marcory, venez, surtout quand vous êtes à l'internat, les enfants de Marcory, et puis Cocody, quand ils arrivent, vous êtes interne, là, souvent dans les, ils vont venir vous montrer les Weston, les Nike, et puis les kakis, là. Les kakis, là, c'est en même temps en lin, il dit, oh, oh, oh. Première année, je suis arrivé en 6e, j'ai regardé, j'ai dit, d'accord, petit gars, où il a vu, là, regardé. Quand je suis arrivé deuxième année, en 5e, les gens m'ont pas reconnu. Parce que là, tu as plus le temps pour secouer le vieux. Il t'amène à Trashville chez les Marocains, là, les chaussures. Wow. Vous allez acheter les chaussures, là. Je dis, toi, là, tu prends les chaussures chères, mais toi, tu sais ce que tu vas aller faire là-bas. Mais il dit, tu travailles pas, tu vas voir. Mais quand vous arrivez, et puis tiens, le cas, ton kaki est dressé, c'est comme ça, mais on dit, ton kaki, là, ça peut égorger Marguilla. Voilà. Et bon, ça, c'était au temps de fouille, on va au réfectoire. Et puis, on avait une façon, on mettait le fer en bas de nos chaussures. Tu attends quand tout le monde est assis dans le réfectoire, et puis tu viens en dernier. Au moins, les gens commencent à manger, là. Et puis, au lieu de passer par la porte où tu es assis, tu fais pas ça, tu vas passer par au niveau de la cuisine. Et puis, tu vas traverser jusqu'au fond, alors que tu es assis au fond, hein, mais tu vas traverser. Et puis, la chaussure, là, il y a le fer en bas, non, ça marche un peu sur le petit sable, là. Mais crac, maintenant, tout le monde regarde quelle chaussure tu as portée. Et puis là, tu regardes personne et toi, tu regardes au fond seulement. En ce moment, tu as mis un peu de parfum sur toi. Tu es bien sapé dans ton kaki et puis tu t'en vas. Même si tu n'as pas envie de manger, tu vas t'asseoir 2 minutes après, tu te lèves et puis tu sors, juste pour frimer. Mais cette époque était vraiment, c'était bon. Houphouët nous avait gâtés, ça faut le dire. Houphouët avait gâté et nous aussi, bon, on avait aussi, on se cognait aussi, hein, en classe. Parce que si ton voisin de lit au dortoir te dépasse en classe, là tu dors mal. Quand tu le rattrapes, là tu parles. Mais quand tu as mauvaise note, quand tu rentres dans le dortoir, tout le monde te regarde. C'était ça aussi la force du dortoir. Vous êtes obligés de travailler tous les deux. Vous êtes obligés de travailler pour ne pas. Donc l'internat aussi forgeait le travail. Malheureusement, Ouattara a tout détruit. Et ce méchant criminel ivoirien, il n'a rien fait. Comme il dit, il a fait, j'ai dit, je vous en prie, arrêtez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Donc, nous prions pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver vraiment cette noble place, terre de fierté, d'hospitalité, une terre d'accueil, où les Ivoiriens tendaient la main aux autres, où les Ivoiriens ne faisaient pas de distinction.
Parce que nous, on mangeait chez les Atiers. D'ailleurs, moi, je parlais un peu Atier, pas trop fort. Je connaissais la cuisine Atier, je connaissais parfaitement. Bandoukou, les Koulango, je connaissais parfaitement. Les Agnis, je connaissais. Les Baoulés, je connaissais. Comment on appelle ça, les BT aussi, je connaissais. Parce qu'on vivait, il n'y avait pas de différence. Ils venaient chez nous, ils mangeaient avec nous, ils dormaient chez nous, on allait chez eux, on se lavait, ils viennent et puis on sort, on va faire nos trucs ensemble, nos déboulades. Les parents ne faisaient même pas de distinction entre nous. Et c'était extraordinaire, je vous jure. C'était joli, c'était beau à voir. Souvent même, le vieux même l'a payé habillé aussi pour les jeunes, hein. Non, si c'est la fête, là, vos habits, là aussi, il faut dire, bon, ils n'ont pas venir voir prendre aussi dedans. C'est comme ça que nous, on a grandi. Mais malheureusement, c'est pas ça aujourd'hui qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est pas ça qu'on voit. Et ça fait mal. Pour ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire à cette époque-là, comme vous voyez aujourd'hui, surtout quand vous allez au lycée scientifique de Yamoussoukro. Ah, là, c'était autre chose. C'était autre chose. Bon, prions que la Côte d'Ivoire puisse retrouver ses lettres de noblesse, d'hospitalité, hein, parce que on coupe les tendons, on paralyse les gens, on tue les femmes, on éventre les femmes enceintes, on égorge, ça. On n'a pas connu ça au temps de Bédié au fond. Il a fallu Ouattara pour que Ivoiriens puissent voir le sang de l'homme tué comme ça. C'est Ouattara qui a mené ça en Côte d'Ivoire. Égorger quelqu'un là, c'est Ouattara. Couper les tendons là, c'est Ouattara. Éventrer les femmes enceintes, c'est Ouattara. Décapiter, c'est Ouattara. Bédié n'a pas fait, Gbagbo n'a pas fait, Oufoué n'a pas fait. C'est lui. Même Gueye militaire n'a pas fait. Gueye s'est attaqué aux voyous. Tous les gros bras sont devenus des musulmans, des porteurs de gros boubous. Ça, ce soit Gueye a bien fait. Mais Gueye n'a pas fait ce que Ouattara a fait. Ouattara est le plus grand criminel de l'histoire des présidents de l'Afrique de l'Ouest.